Bonsoir à toutes et tous, bienvenue au MUSEM pour cette dernière conférence, ce dernier entretien du cycle Enquête d'amour que nous vous proposons depuis le début de cette semaine. Donc nous allons clore en beauté avec Marcella Yacoub, que nous remercions de sa présence ce soir, autour des sujets qui vont être explorés avec les étudiants, notamment des questions de la fin du couple. Enfin, c'est une question, est-ce la fin du couple ? À laquelle peut-être nous allons essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Je remercie à nouveau et plus encore que tout le long de la semaine Sciences Po Ex et notamment Roxana Nadim de toute la préparation de ces conférences qui est de longue haleine. C'est une préparation qui se fait depuis plusieurs mois avec les étudiants notamment et aussi avec les lycéens. Alors, je crois que les lycéens du lycée Marseille Vert doivent être dans la salle. Voilà, ils ont également, là-bas, ils ont également participé et lu les textes et ils se sont intéressés. Ils ont rencontré cet après-midi Marcella Yacoub particulièrement. Et puis, ils sont là ce soir pour poser également leurs questions. Voilà, merci aussi à Zibline pour la préparation efficace de toutes ces rencontres. Petit mot de Roxana, peut-être pour présenter les étudiants qui vont poser les questions ce soir. Bonsoir. Merci le MUSEM, merci Cécile. Merci bien évidemment Zibline aussi et le lycée Marseille Vert. Ce soir, donc, une rencontre avec Marcella Yacoub aux manettes, nos journalistes de ce soir, Jules Chaffanjon, qui est étudiant en 5e année, Ania Metzaour, étudiante en 2e année, et Faustine Mazereux, étudiante en 4e année. Je vous laisse la parole. Belle soirée à tous. Merci Marcella Yacoub d'être là. Merci à vous de m'avoir invitée. Bonsoir Marcella Yacoub, merci d'être avec nous. Bonsoir à toutes et à tous. Alors nous souhaiterions commencer cet entretien par une série de remerciements d'usage. Alors tout d'abord au MUSEM de nous accueillir ici ce soir, aussi au magazine Zibline, magazine culturel régional, et particulièrement à Agnès Freischel, sa rédactrice en chef, qui nous a conseillé et accompagné tout au long du projet. Au lycée Marseille Vert, dont certains lycéens et lycéennes sont parmi nous et dont nous allons bientôt voir un petit film. Et enfin à Sciences Po Ex, et particulièrement à Roxana Nadim, qui est la responsable du pôle culture, qui nous a permis de participer à cette série de conférences. La rencontre de ce soir, c'est la dernière du cycle Enquête d'amour organisé par le MUSEM dans le cadre de la thématique Quel amour de Marseille-Provence 2018. Et le thème qui nous occupera ce soir, ce sera l'amour dans la cité. Alors Marcella Yacoub, je me tourne vers vous maintenant. Je vais essayer de vous présenter brièvement en quelques phrases. Vous êtes née en Argentine, vous y avez étudié le droit, et ensuite, à partir de 21 ans, vous êtes avocate au barreau de Buenos Aires. Vous partez ensuite vivre en France, vous obtenez une bourse d'études, je crois, à Paris, et vous décidez d'y rester, et vous faites une thèse à la Haute École des études en sciences sociales, et par la suite, vous devenez chercheuse au CNRS. Aujourd'hui, vous êtes membre du laboratoire de démographie et d'histoire sociale et votre œuvre s'intéresse particulièrement à la question de l'amour et de la sexualité dans nos sociétés contemporaines. Parmi vos derniers ouvrages, on citera, et on les utilisera d'ailleurs ce soir, Bête et victime, paru en 2005, Qu'avez-vous fait de la libération sexuelle, paru en 2007, La fin du couple, paru en 2016, et tout récemment, L'enfer conjugal, qui est paru juste là en février 2018. Je laisse maintenant la parole à Faustine qui va vous présenter la structure de notre entretien ce soir. Merci Jules. Alors pendant cette soirée, nous aimerions aborder plusieurs thèmes avec vous. Tout d'abord, les questions de l'amour et de la sexualité à travers le prisme du roman photo, pour ensuite nous tourner vers les formes de relations amoureuses dans la société contemporaine et pour à la fin nous tourner dans une phase plus axé sur l'actualité. Mais tout d'abord, nous allons visionner une vidéo des lycéens de Marseille Vert qui sont avec nous ce soir et avec qui vous avez pu dialoguer cet après-midi et nous pourrons en parler par la suite. En général, c'est l'homme qui court après la femme, enfin, dans ce qu'on nous a toujours appris, dans ce qu'on voit dans les histoires et tout ça. assez conforme, et du coup c'est l'homme qui court après la femme et la femme qui accepte ou non les avances de l'homme.
Bon après, voilà, mais c'est vrai qu'on voit pas beaucoup les femmes qui courent après les hommes. Mais c'est comme par exemple quand les poètes ils faisaient des éloges de la femme, on voyait jamais des femmes poètes faire l'éloge des hommes. Ou du moins on n'en apprend jamais, On n'en apprend à jamais l'école. dans l'éducation nationale, mais il y en a. Voilà. C'est vrai que dans la tête de tout le monde, on a toujours un peu l'impression que c'est le garçon qui doit faire le premier pas, tout ça, parce que ça doit être comme ça depuis longtemps, etc. Mais je pense on arrive à un moment où la société elle a suffisamment évolué pour que les gens pour que les gens soient même de comprendre qu'au final une fille, même si à la base c'est peut-être pas vu comme classique et tout ça, elle doit avoir le droit normalement d'exprimer son désir librement envers un garçon sans avoir à être traité de quoi que ce soit. L'été, klaxonner une fille dans la rue et lui dire je peux avoir ton numéro, ou tu peux monter dans ma voiture, etc. Ça peut être vu un peu comme une technique de drague, mais c'est atypique. C'est atypique, mais c'est spécifique, je t'assure. Non oui, non mais c'est atypique, mais c'est atypique dans les mœurs. Voilà. Ça peut être flatteur, mais c'est gênant dans tous les cas. Ça peut être flatteur, mais c'est gênant. Ça dépend d'où ça vient. Comment vous faites la différence entre flatteur et pas flatteur? C'est flatteur quand c'est fait gentiment D'accord. et qu'on nous fait des compliments et que c'est gentil, mais après ça reste quand même gênant dans tous les cas. Donc c'est une manière d'approuver votre physique, votre manière d'être... C'est ça? Oui, c'est... D'accord. C'est... Ok. Est-ce que les garçons, vous êtes déjà fait klaxonner dans la rue? Non seulement ils vont être 10 sur une jeune fille qui va être toute seule, et en plus ils vont avoir un langage complètement déjà vulgaire, et en plus ils vont nous dire des choses complètement inappropriées. Donc dans ce cadre-là, je vois pas du tout comment ça pourrait être flatteur d'être... Là on est plus comme un petit chat au milieu des loups, quoi. Moi je pense qu'il y a plusieurs types d'amour, on peut pas du tout faire des généralités en disant que l'amour ça se construit petit à petit. Après il y a aussi les coups de foudre, bon, c'est pas forcément de l'amour à la base, c'est surtout du désir physique je pense, mais on peut avoir un attachement très rapide à une personne, enfin il faut pas, je pense qu'on peut pas dire l'amour ça vient avec une accumulation de choses, on peut aimer, enfin après c'est plus durable quand on connaît vraiment la personne, mais on peut avoir un attachement très rapide et je pense qu'on peut pas le négliger ça aussi. Il faut savoir distinguer la personne qui est amoureuse de la personne pour ce qu'elle est, et après il y a tomber amoureux de la relation qu'on a avec cette personne. Et c'est deux choses différentes. On peut tomber amoureux de la personne dans le sens où par rapport à ce qu'elle nous apporte, par rapport à la personne en elle-même, et après tomber amoureux de la relation dans laquelle on est, c'est-à-dire la vie de tous les jours qu'on partage avec cette personne, on l'apprécie, on l'aime, et on est tombé amoureux de cette relation. Personnellement, je compte pas avoir un homme toute ma vie. Je veux découvrir plusieurs choses, je veux découvrir plusieurs personnes, plusieurs cœurs, plusieurs pensées. Et du coup, pour moi, le désir, c'est... La personne fait le désir de la relation, entre guillemets, qui est en face de nous. Et du coup, pour qu'à chaque fois j'ai un désir, je pense que... Bon, évidemment, il ne faut pas tout le temps changer d'homme, hein. Mais il faut, quand on voit qu'on ne peut plus du tout renouveler ce désir ou le réinventer, pour moi, c'est que la relation est morte. Donc du coup, on brise cette relation qui était déjà un peu brisée inconsciemment pour continuer sa vie et éventuellement avoir une autre relation avec du désir, etc. Si on change de partenaire à chaque fois que la relation, on trouve qu'il y a plus de désir, ça fait un petit peu relation de consommation. Enfin, ça fait amour de consommation, parce que du coup, ça voudrait dire cette personne-là, je la désire pendant un moment, donc je me mets avec elle, et puis après, dès que ça se fane un peu, au lieu d'essayer de comprendre ou de prolonger ça, on change de personne. Ça fait un petit peu comme si on avait quelque chose, puis il se est abîmé, donc on le change, et puis à chaque fois on fait ça, c'est un peu... Enfin, je trouve que ça fait un petit peu amour de consommation que... Après, quand on a quelque chose, on peut essayer de le réparer aussi au lieu de le changer. Ça dépend de si la personne associe amour et acte sexuel. Si elle associe pas amour et acte sexuel, dans ce cas, c'est pas vraiment trompé. Si on fait l'amour avec pas avec la personne avec qui on est en couple. Si les deux n'associent pas amour et acte sexuel, dans ce cas, c'est pas trompé. Par contre, s'ils associent amour et acte sexuel, au moins l'un des deux, dans ce cas, oui, c'est trompé. Donc c'est pas de fidélité. Personnellement, j'accepterais pas. Mais après, je peux comprendre qu'il y en ait certains couples qui puissent se dire d'accord, on se met d'accord sur on fait ça et on fait ça chacun de nos côtés, mais
en fait, qu'il y ait un cadre, pas que ce soit un peu olé olé, on va dire. Voilà. Faut pas qu'il n'y ait pas d'accord en fait entre les deux partenaires, sinon ça casse l'union qu'il y a entre les deux. Je trouve ça dommage quand tout repose sur des accords, des cadres, etc. Enfin, la personne, elle n'a pas besoin qu'on lui dise de ne pas aller voir ailleurs. Enfin, si la personne nous aime, logiquement, elle ne va pas aller voir ailleurs parce qu'elle n'a des yeux que pour nous. Enfin, c'est dommage d'instaurer une sorte de contrat, qu'on en arrive à là. D'accord. Donc pour moi, il n'y a rien besoin d'instaurer du tout. Si la personne va voir ailleurs, c'est à nous de prendre notre décision, si on reste avec elle ou pas ou quoi. Mais c'est l'instinct de la personne et c'est comme ça qu'on voit si on est fait pour durer ou pas. C'est pas avec des accords, c'est en vivant justement, c'est purement la chose. Alors dans cette vidéo, parmi toutes les choses intéressantes qui ont été dites, on retient une seule chose qu'on aimerait parler avec vous ce soir, c'est cette opposition qu'il y avait entre deux visions. Donc on avait une lycéenne qui parlait d'amour, de consommation. Donc à chaque fois que il n'y a plus de désir, on change, et elle parlait d'amour de consommation, et à contrario, une deuxième lycéenne disait que s'il n'y avait plus de désir, il fallait le renouveler en changeant de partenaire. Et on aimerait justement mettre en perspective cette opposition par deux photos qu'on a à l'écran ici. Donc ce sont deux photographies extraites de romans photos et du catalogue de l'exposition Romans photos qui est actuellement au MUSEM. Donc la première à gauche, on voit un couple, et elle a été nommée dans le catalogue Amour. La deuxième, où il y a plusieurs couples dans une salle, a été nommée Dolce Vita. Donc, on aimerait vous demander ce soir, Marcela Yacoub, est-ce que pour vous, il y a une opposition ? Et si oui, comment vous la pensez ? Une opposition entre quoi et quoi ? Je n'ai pas compris très bien votre question. D'accord. Alors, on voit bien dans ces photos, celle de gauche a été nommée Amour. Oui, et la Dolce Vita, oui, c'est-à-dire qu'il est parti. Parce qu'en fait, en lisant du coup vos œuvres, on avait l'impression que vous établissiez une distinction logique entre l'amour et la sexualité. Et justement, vous aimeriez vous interroger là-dessus, savoir si si vous voulez, c'est pas moi personnellement, c'est-à-dire que c'est que je crois que c'est pas très intéressant de toute façon. C'est qu'il y a des gens qui ont pensé des choses, à mon sens, très intéressantes. Par exemple, c'est vrai qu'il y a encore une confusion entre l'amour et la sexualité. Et il y a beaucoup d'auteurs qui ont parlé de cette confusion, notamment, on peut donner deux exemples, Charles Fourier ou Wilhelm Reich, par exemple, ont parlé de cette confusion. Et il disait, finalement, dans une société dans laquelle la sexualité n'est pas libre, les gens confondent l'amour et la sexualité, en fait. Alors, du coup, Fourier avait proposé, comme un des remèdes à ça, qu'il y ait une sorte de minimum sexuel garanti à chaque citoyen. C'est-à-dire que la sexualité ne soit pas quelque chose qui soit une sorte de bien qui manque, qui soit en rupture d'histoire, qu'il y ait toujours un écart entre disons qu'il y a plus de les désirs, ils soient toujours un peu insatisfaits. Moi, je pense que dans notre société, encore aujourd'hui, on se débrouille pour que les désirs ne soient pas complètement satisfaits, parce qu'à mon sens, les gens qui dessinent les politiques publiques pensent que le manque sexuel sert à constituer de couples, en fait. Alors que, si on voit la quantité de divorces qu'il y a en France, on voit qu'un couple sur deux divorce, et malheureusement, des fois avec des enfants à bas âge, et que cette confusion entre amour et sexualité peut produire beaucoup de dégâts. Alors, Fourier disait par exemple que si on ne confondait plus l'amour... On reviendra peut-être, excusez-moi, un petit peu plus tard sur Charles Fourier. Avant, Non, mais moi je veux dire, mon avis, j'ai dit, mes avis personnels, c'est pas très intéressant. Je dis, bon, il y a des gens qui ont pensé des choses sur ces questions qui valent la peine d'être racontées, parce que les sentiments de chacun sont toujours pleins de nos expériences et de nos préjugés. Et voilà, en général, on n'a pas... dans ces questions-là, tout le monde a une idée. Ces questions de mœurs, d'amour et tout ça, tout le monde a l'impression de connaître la question. C'est ça qui est très intéressant. Et en fait, en général, les idées que nous avons sont les résultats
de nos expériences qui sont toujours très limitées, qui ne sont pas forcément très intéressantes comme exemple ou comme... vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je trouve intéressant de parler d'auteurs qui ont réfléchi à ces questions. Parce qu'on voulait justement un peu plus tard vous interroger sur la philanthropie sexuelle, etc. Enfin, sur la théorie qu'a développée Charles Fourier. Mais avant, on aurait aimé peut-être plus parler de la situation aujourd'hui. Avant de parler des perspectives, peut-être parler de la situation actuelle et faire un diagnostic avec vous, notamment sur le couple. Alors je sais que Faustine, par exemple, avait... Oui, moi je pense que les couples... oui, pardon. Oui, je voulais justement vous poser une question donc, sur le couple et sur la façon dont on vit les relations amoureuses aujourd'hui en 2018. Oui. Parce que c'est vrai que nous, en tant que jeunes de 20 ans, on a encore l'impression que le couple reste un modèle dominant, si je puis dire, dans la société, et même un modèle désiré, même s'il a connu diverses transformations et qu'il n'est plus forcément lié au mariage. Voilà, je pense notamment au pacte civil de solidarité ou plus récemment au mariage homosexuel, où par exemple nous on entend beaucoup parler aujourd'hui de plan cul dont on peut se demander si au final il ne serait pas des formes de couple. Et c'est pour cela qu'on a été un petit peu étonnés à la lecture de votre livre La fin du couple, où vous questionnez justement la fin de ce couple. Donc dans votre livre, on peut lire justement: le couple est-il en train de disparaître? Le nombre de divorces, la baisse de la conjugalité, les plaintes pour violences conjugales sont les indicateurs de la fin d'une institution que nous prenons pour naturelle et éternelle, et non pas le prix à payer pour notre liberté amoureuse. Marcela Yacoub, pouvez-vous nous préciser ce que vous entendez par la fin du couple? Est-ce que le déclin du mariage signifie la fin du couple? Et que pensez de tout cela avec l'avènement, par exemple, du mariage homosexuel aujourd'hui? Oui, moi je pense que le mariage homosexuel a été, d'une certaine façon, c'était normal qu'on instaure cette institution pour qu'il y ait une égalité entre les personnes homosexuelles et les personnes hétérosexuelles. Mais d'autre part, je crois que ça a donné beaucoup de crédit au mariage. C'est une observation qui a été faite souvent. Et du coup, d'une certaine façon, nous croyons encore que les couples, c'est la seule manière que nous avons d'organiser notre vie sexuelle, amoureuse et familiale. On prend ça comme quelque chose de naturel. Et en réalité, il y a d'autres façons d'organiser la vie, je dis, amoureuse, sexuelle et familiale aussi, en fait. Moi, je pense que les couples n'est pas mis en question, et pourtant, c'est une institution qui produit énormément de violences, beaucoup de souffrances aussi. Parce que là, on parle, par exemple, là, dans la vidéo qu'on vient de voir, de terminer les relations, de se tromper, tout ça. On parle de ça, mais ça suscite beaucoup de souffrances chez les gens. Et en général, cette souffrance-là qui vient de soi-disant la liberté amoureuse, etc., elle n'est jamais prise en compte par personne, en fait. On considère que c'est comme ça la liberté, on doit supporter d'être quitté, d'être trompé, ou bien d'avoir supporté la souffrance de l'autre qui est trompé, qui est quitté, et sans compter la souffrance des enfants aussi, qui souffrent beaucoup, qui sont élevés dans un contexte familial, avec un couple, et qui doivent se faire après avec tous les changements, tous les avatars de la vie amoureuse de leurs parents. Et moi, je pense que, si vous voulez, il n'y a que les réactionnaires qui parlent de ces souffrances-là, des gens qui sont un peu qui veulent rétablir les mariages des jadis, etc. Et les gens dits modernes ne veulent pas parler de ce type de souffrance, de la souffrance qui génère les couples, de la solitude. Parce qu'on est une société de plus en plus seule, en fait, où il y a de plus en plus de gens qui sont isolés. Et sans compter qu'il y a énormément de violences aussi, des meurtres, etc. En général, on a tendance à concevoir la violence dans les couples comme les résultats simplement de la violence masculine envers les femmes. Mais moi, je crois que c'est réducteur. Pour une partie, c'est vrai, mais ça n'appréhende pas tous les phénomènes de la violence, même de la quantité de faits divers, la quantité même des femmes qui tuent leurs compagnons par disons que la violence qui implique pour quelqu'un morale le fait d'être abandonné, le fait de ne pas être aimé, enfin bon.
Alors, je pense que c'est une société trop cruelle, en fait. Cette société des couples libres, des couples qui se divorcent, etc. D'une certaine façon, on ne peut pas obliger aux gens à être avec quelqu'un qu'ils ne veulent pas, mais à la fois, c'est une société qui génère beaucoup de souffrances. Alors moi, je pense que si le couple a survécu, tels que nous les connaissons, c'est pour assujettir les femmes, pour que les femmes continuent à s'occuper d'élever des enfants au détriment de leur carrière, au détriment de ça. Enfin, si les hommes et les femmes étaient égaux dans tous les domaines, je crois qu'il n'y aurait plus de couple, en fait. Moi, ma théorie, c'est qu'il a survécu à cause de ça. Et alors, on veut nous faire passer pour naturel une institution qui pourrait disparaître au bénéfice des formes des vies communes, peut-être moins violentes, plus douces, dans lesquelles les gens risquent moins d'être isolés. Alors oui, effectivement, il y a quelque chose qui est indéniable. Il y a un constat que vous faites, c'est que le mariage est en baisse et même les nombres de divorces augmentent. Mais cependant, nous, on a vraiment l'impression que même si les gens se marient moins, ils cherchent quand même à être en couple, finalement, qui est cette vie à deux. Et comment vous pouvez... On se demande comment vous analysez en fait le fait que les gens quand même, avant si le mariage reposait sur une utilité sociale, et vous l'analysez dans vos œuvres, aujourd'hui, sur quoi pourrait se baser ce lien que les gens cherchent à avoir entre eux? Oui, c'est parce que moi j'ai l'impression que, si vous voulez, il est vrai que les séparations sont à l'origine des situations d'isolement très très grandes, y compris des fois des chômages. Enfin bon, c'est comme si finalement notre société, disons que le nœud de la sociabilité passait toujours par les couples, fait, par une institution qui est très fragile. C'est ça qui explique aussi, je me dis, c'était le nombre de gens seuls. Là, depuis quelques années, vous avez vu dans les livres que j'ai raconté un peu la quantité des personnes isolées qu'il y a dans les sociétés occidentales, encore plus aux États-Unis qu'en France, en fait. Mais c'est comme une tache d'huile qui ne cesse de croître, en fait. Et parce que je pense qu'effectivement, le couple est une institution trop fragile pour être, disons, la maille des liens de sociabilité comme il l'est. Voilà. Et alors, en même temps, comme il y a une sorte de propagande pour les couples qui est énorme, parce que les gens n'ont pas d'alternative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative politique à ça. Moi, ça m'est arrivé d'écrire souvent à Libération. Je fais toujours des exercices un peu des politiques fiction sur ces questions, et j'ai toujours beaucoup des lecteurs qui me répondent. Mais c'est vrai que personne ne va dire que le couple peut-être c'est terminé, peut-être qu'il faut chercher autre chose. Il y a une propagande, je pense que c'est une propagande qui est faite parce qu'on ne veut pas chercher d'alternative, et la raison, à mon avis, principale pour laquelle on ne veut pas chercher d'alternative, c'est parce qu'on veut que les femmes continuent à être asservies. Même les femmes ne veulent plus être asservies. Et moi, je pense que si le couple va se terminer, c'est être grâce à la révolte des femmes. Et donc, pour vous, le couple serait un instrument de domination des hommes sur les femmes. Est-ce qu'en fait, les hommes et les femmes rechercheraient quelque chose de différent dans le couple? Oui, en réalité, là, il y a eu beaucoup d'études faites sur cette question. En fait, les femmes, fondamentalement, dans les couples, cherchent à réaliser un projet de maternage. Parce que quand même, pour les femmes, la maternité continue d'être quelque chose d'extrêmement important. Il y a 10%, c'est pas le cas dans tous les pays, mais par exemple en France, seulement 10% des femmes, je crois qu'elles sont moins encore, pensent qu'une femme peut se réaliser en dehors de la maternité, en fait. C'est quelque chose d'une idée très commune. Voilà, alors du même coup, la structure sociale d'aujourd'hui fait que pour les femmes, la recherche d'un partenaire fixe est très liée au projet de maternage. Et il arrive souvent que les femmes renoncent à une carrière peut-être qu'elles auraient pu avoir plus brillante pour s'occuper des enfants, même les femmes qui des fois sont plus diplômées que leur mari, que leurs compagnons. Et alors du même coup, il y a quelque chose que la femme... c'est comme si finalement les hommes devaient toujours payer un peu plus. Et ça leur coûte plus cher. Aux hommes, ça coûte un peu plus cher en argent, le fait d'être un couple, et les femmes renoncent à des choses qui sont liées à leur propre destin pour être un couple. Alors les hommes ne cherchent pas forcément avec autant d'acharnement un projet de paternité comme les femmes. Une des raisons aussi, c'est qu'eux, ils ont beaucoup plus de temps que nous, parce qu'ils ne sont pas, disons, menacés par ce qu'on appelle l'horloge biologique,
qui compte tellement pour beaucoup de femmes. Bien que, comme vous savez, maintenant, on peut congeler les ovocytes et on peut être mère à 85 ans. Mais bon, alors, tout le monde n'est pas d'accord pour être enceinte à cet âge-là. Mais voilà, il y a une inégalité certaine dans la façon d'envisager les couples. Mais moi, je pense qu'au bout d'un moment, d'une part, l'autonomie croissante des femmes, que les femmes ne voudront plus de moins en moins être assujetties parce qu'elles sont de plus en plus diplômées, de plus en plus fortes. Et d'autre part, la prise de conscience que peut-être il y a d'autres formes d'organiser la vie, que cette structure si faible qui laisse tellement de gens dehors, en fait, va faire que peut-être on commence à envisager d'organiser la société autrement. Je ne dis pas que ce soit quelque chose de facile. Je sais bien que je confronte les gens, là, en disant ça, à quelque chose d'un peu vertigineux, en fait. Oui, justement, nous on avait justement des questions à ce sujet, parce que vous, dans l'enfer conjugal et dans la fin du couple, vous évoquez une alternative à ce modèle du couple sur le déclin, et vous développez ce dont vous parliez à l'instant, les théories de Charles Fourier, et notamment la philanthropie sexuelle. Et donc, le souci principal de Fourier, c'est de faire de la sexualité, en fait, une sorte de socle de liens entre individus. La sexualité serait ce qui relie les individus entre eux. Et dans l'enfer conjugal et dans la fin du couple, vous avez cette phrase qui apparaît à l'écran. Au lieu d'être un amas d'individus isolés et haineux, la foule deviendrait aimante et désirante et oublierait ce que veut dire être seul pour un être humain. Et donc ça semblerait être en fait la finalité, hein, ce à quoi aboutirait une telle société de philanthropie. Mais nous, forcément, on s'est un peu interrogé. Est-ce que ça signifie, est-ce qu'une philanthropie sexuelle, ça veut dire qu'on serait obligé et contraint d'avoir des relations sexuelles avec des gens pour lesquels on n'éprouve pas forcément de désir, qu'on n'aime pas forcément? Est-ce qu'on serait contraint à ne plus vivre en couple? Est-ce qu'on serait obligé de renoncer à tous ces projets-là? Au final, comment est-ce qu'on fait en fait pour faire la philanthropie, c'est pas que tout le monde est obligé. Non, Fourier avait. Enfin bon, je ne dis pas qu'il faut mettre en place la société fouriériste telle qu'elle. C'est un modèle. Peut-être ça peut inspirer, ça peut donner des idées pour construire d'autres choses. En plus, il a écrit ses bouquins en 1817. Ça fait 2 siècles exactement. Et voilà. Non, mais la philanthropie sexuelle, c'est une partie du modèle de Fourier. C'est-à-dire, il y a pour lui une sorte d'élite qu'il appelle la cour d'amour, qui est constituée par des gens qui sont comme des philanthropes sexuels. C'est pas tout le monde, c'est les gens les plus beaux et les plus délicats. Parce que les plus jeunes, les plus beaux, les plus délicats. Parce qu'il ne faut pas qu'ils fassent sentir aux gens, disons, aux nécessités sexuelles, pour les appeler d'une certaine façon, qu'on fait la charité avec eux. Il faut qu'ils se sentent, ils pensent que c'est parce qu'ils sont bien. Alors, du coup, il disait qu'il fallait, cette élite devait être la plus bien payée, et la plus idolâtrée de la société, parce qu'ils sont en train sont d'une certaine façon comme des acteurs, comme des gens qui disons que font un sacrifice énorme pour la collectivité, mais à la fois, comme tout le monde ne peut pas les faire, c'est vraiment des vrais artistes. Alors ils doivent être mis au sommet de la société pour ce qu'ils font, en fait. Du coup, c'est un peu une société qui est organisée tout autour de la sexualité. Oui, mais bon, moi, si vous voulez, pas seulement parce que, par exemple, le Fourier, il disait que justement que le fait d'être un manque sexuel fait aux gens penser qu'ils sont amoureux de quelqu'un, car en réalité, ils n'aiment pas, ils ont simplement une sorte de désir qui n'est pas satisfait, en fait. Alors, lui, il disait que le véritable amour pouvait surgir quand les désirs sexuels est satisfait, c'est-à-dire qu'on pouvait être amoureux quand le désir était satisfait. Et d'autre part, il avait aussi imaginé qu'il devait avoir la place pour l'amour purement platonique, en fait. Il disait, finalement, cet amour platonique, elle a risé les gens qui sont amoureux, comme Don Quichotte, par exemple, avec Dulcinée. Ils sont la risée de tout le monde, en fait. Et lui, il pensait que ce type de lien devait être aussi promu. Mais moi, ce que je trouve intéressant chez Fourier, c'est peut-être pas tellement cette espèce de manière d'organiser la philanthropie sexuelle, même si, bon, c'est hyper important aussi, mais
mais le fait que les gens puissent avoir beaucoup des liens, ils considéraient que le couple, le fait d'être deux, limitait la possibilité de tout ce que chacun pouvait donner aux autres. C'était une union égoïste. C'est pour ça qu'il avait inventé le couple angélique, que c'était une notion symboliquement très forte, qui était un couple angélique. Enfin, déjà, le nom est magnifique. Le couple angélique, c'était deux personnes qui formaient partie de la cour d'amour, de cette élite, qui étaient extraordinaires et tout ça, et qui tombaient amoureux, mais au lieu de commencer par avoir des relations sexuelles entre eux, ils se donnaient aux nécessiteux pendant quelques mois, avant de se réserver pour eux la fin. Enfin, c'est-à-dire qu'à la fin, finalement, ils couchaient. Et c'était sublime parce qu'ils avaient donné énormément de choses aux autres, en fait, par philanthropie, en fait. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le monde des Fourier, comme les gens ont plusieurs relations, chaque individu a plusieurs relations à la fois, d'un ordre différent, il n'est jamais insatisfait sexuellement. Les gens ont beaucoup plus de liens qu'aujourd'hui. Et si on est déçu par l'amour, si on est abandonné, on a bien des gens qui nous consolent et on n'est pas isolé. Et aussi, il avait imaginé que dans un phalanstère qui était constitué par, je sais pas, 1800 personnes, je ne me rappelle pas le nombre, finalement, on devait petit à petit créer des relations. On devait adopter des enfants qui n'étaient pas les nôtres. Enfin, on devait laisser des legs à des gens dont on avait été amoureux un jour pour créer pour lui, l'important, c'est de multiplier les liens. Il disait notre société, une société qui diminue les liens. Et finalement, le bonheur est dans le nombre de liens que nous pouvons avoir, des liens importants avec les autres. Et notre société les appauvrit. Et lui, en 1817, il avait deviné que les modèles conjugaux qui avaient été créés après la Révolution allaient laisser les gens très seuls, en fait. Et lui, il voulait le bonheur de tout le monde. Ce n'est pas le cas de tous les auteurs. Mais du coup, c'est intéressant, vous parlez du coup des enfants. Et chez Fourier, c'est vrai qu'au final, après avoir lu L'Enfer conjugal, on a l'impression que moins que la libération des désirs, ce qui est vraiment important chez Fourier, c'est le fait que les parents soient libérés du poids de cette parentalité, justement des enfants, et puissent du coup développer plus de relations. Comme si ne pas devoir s'occuper d'enfants permettrait effectivement de vivre sa vie plus librement. Il disait en fait, que les enfants, que les parents devraient avoir avec leurs enfants un rapport des grands-parents. Comme on est un grand-parent, c'est-à-dire que s'occuper de choyer les enfants, de les rendre, de leur câliner, tout ça, et non pas de la corvée domestique. C'est-à-dire qu'être parent, c'est-à-dire que la corvée domestique, tout ce qui implique peut-être les choses comme le donner à manger ou enfin bon, toutes ces questions qui peuvent être remplacées soient faites par peut-être des structures collectives et que les parents soient là pour l'amour, pour les jeux, pour le plaisir, disons, d'être avec ensemble, en fait, et non pas avec les corvées domestiques. C'est qu'ils font aujourd'hui beaucoup de gens qui ont des moyens, en fait. Les gens qui ont des moyens délèguent l'éducation des enfants à d'autres personnes et ils s'occupent des enfants pour les promener, pour des choses qui sont plus du jeu que de la domesticité. Et moi, pour rebondir à ce que vous dites, je me pose une question en fait. Est-ce que ce qui se joue dans la philanthropie sexuelle de Fourier et peut-être dans la fin du couple, plus qu'une libération du désir, ça serait pas plutôt une libération de la parentalité en fait? Non, parce que moi je pense que la question de la parentalité n'est pas forcément liée à la manière dont les gens entrent en rapport avec d'autres d'un point de vue amoureux, en fait. C'est deux choses bien séparées, en fait. Non, parce que imaginons que, par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent déléguer, il y a tout un groupe de la population les plus privilégiés qui peuvent déléguer toute la question domestique de l'enfant à d'autres, en fait. C'est pas pour autant qu'ils ne croient pas au couple monogame et que ce couple qui est générateur de beaucoup de souffrances, en fait. Ils le croient. On peut être libéré de la parentalité et pourtant être enchaîné à cet idéal du couple qui
qui est un peu difficile. Moi, j'insiste, c'est très difficile de créer des valeurs seules. On est malheureusement on partage les valeurs de la plupart de la population, et avec l'idéal des couples, il y a en plus une propagande permanente sur les couples. Depuis qu'on est petit, qu'on nous raconte que les histoires d'amour, les comédies sentimentales. Là, bon, le roman photo était encore autre chose. Je pense que, mais aussi, je crois pas que, disons que d'une certaine façon aussi, il prenait cette idée de l'amour. Qu'il y avait un amour qui était c'est la personne qui nous était destinée, enfin bon, toutes ces choses-là. Mais bon, le roman photo était un peu plus compliqué que ça. Mais je veux dire qu'il y a une propagande aujourd'hui, surtout avec les comédies sentimentales, les contes pour enfants, qui est très... vraiment, on fait croire aux gens que c'est un peu comme les lotos. Finalement, vous devez réessayer. C'est-à-dire que ce n'est pas les couples qui est problématique, ce n'est pas que vous avez été malheureux parce que les couples, c'est une institution qui ne va pas, mais c'est parce que vous avez des problèmes psychologiques, ou parce que vous devez réessayer encore, et réessayer, et réessayer. Et c'est un peu toujours la leçon qui nous donne les comédies sentimentales. Il y a des gens qui pensent que finalement, ils ont échoué dans leur vie sentimentale, et que finalement, à un moment donné, à force d'insister, ils trouvent vraiment le bonheur. C'est un peu l'enseignement. Je veux dire, sauf, il y a certains films qui ne sont pas des comédies sentimentales. Aujourd'hui, moi, une conversation que j'ai eue toujours avec mes collègues, c'est que dire, bon, finalement, peut-être les sciences sociales ne sont pas capables aujourd'hui de critiquer les couples comme institution politique et comme raison de la vie sociale. Et il y a beaucoup de films que je les ai ramassés, fait un recueil des critiques que j'avais fait pour Libération, qui sont beaucoup plus... qui interroge beaucoup plus fortement cette idéologie du couple, en fait. Mais bon, sinon on ne les change pas ensemble, on ne les changera pas, en fait. Hein. Je pense que c'est une prise de conscience collective, hein, cette question. Et justement, vous parlez du roman photo, vous avez écrit un article pour le catalogue du MUSEM, justement pour l'exposition, et vous analysez le roman photo comme une sorte de remise en cause, en fait, d'un modèle, une sorte de révolution. Et est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer un peu plus en quoi le roman photo serait une révolution et en quoi il le serait peut-être encore aujourd'hui? Moi, c'est pas ça que je dis. Moi, j'ai l'impression que le roman photo a coïncidé avec une époque historique dans laquelle les sociétés un peu démocratiques, mais catholiques, qui n'avaient pas libéralisé les divorces, qui n'avaient pas libéralisé la filiation, et, enfin bon, c'est une société qui était au point de faire la révolution des mœurs, de créer cette société qui était la nôtre à partir des années 70, et même coup, elle a préparé d'une manière émotive, avec les émotions de la population, une société à la liberté amoureuse, en fait. Du coup, c'était à la fois une forme d'art qui était révolutionnaire parce qu'elle voulait finir avec les chaînes des mariages des jadis, qui étaient très, très lourdes, avec les formes de filiation d'avant, avec la présomption de paternité, et tout ça, et sans le mettre en cause politiquement. C'est-à-dire que c'est toujours les hasards qui faisaient mourir le mari de la femme qu'on aimait, ou c'est toujours... Il y avait, d'une certaine façon, c'était les hasards des histoires qui permettaient aux protagonistes d'atteindre la félicité amoureuse, en fait. Et c'était une société qui croyait encore qu'avec la liberté, on allait trouver le bonheur. Alors qu'aujourd'hui, les romans photos aujourd'hui, comme quand on lit Nous deux, etc., on voit bien que le roman photo ne croit plus du tout à ça. Il est devenu très amer avec l'amour, en fait. J'aimerais bien maintenant passer dans un temps où on va parler un peu plus d'actualité. Et j'aimerais vous parler du consentement. Alors, il y a une théorie qui se développe aux États-Unis, notamment sur les campus d'université, qui s'appelle le consentement affirmatif. Et selon cette théorie, pour qu'une relation sexuelle soit vraiment consentie, il faudrait un oui clair et explicite. C'est en quelque sorte le passage du non c'est non au oui c'est oui. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a une application américaine
qui s'appelle We Consent. Et le principe de cette application est assez rigolo en fait. Les deux personnes qui veulent avoir une relation sexuelle doivent se filmer et filmer leur consentement avant d'avoir une relation sexuelle. Et ensuite, cette vidéo est enregistrée dans une base de données. Et comme ça, si l'une des deux personnes accuse l'autre de viol, eh ben, y a une preuve contre cela. À l'écran, vous pouvez voir Jules, ici présent, qui s'apprête à demander son consentement. Voilà. Je ne sais pas à qui. Et en fait, ça nous a fait penser à une contractualisation des rapports sexuels. Et on voulait savoir si, selon vous, il fallait aller jusqu'à mettre en place de tels outils pour prévenir les violences sexuelles. Et si, selon vous, le consentement, c'est nécessaire ou ennuyeux. Moi, si vous voulez, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, moi, ça ne me gêne pas tellement, ce type des trucs. Moi, j'avais même imaginé que, à la limite, on pourrait filmer complètement notre vie privée pour éviter qu'il y ait des quiproquos sur la violence. Moi, c'est quelque chose qui ne me gêne absolument pas, ce type de choses. Par contre, ce qui me gêne, c'est le peu d'intérêt qu'on porte au désir. Ça me semble beaucoup plus gênant. Notamment les désirs des femmes, en fait. On discutait cet après-midi avec les lycéens qui sont là. Et moi, je trouve que c'est quand même... ce qui est problématique, c'est que les désirs des féminins, il est toujours conçu comme une sorte des faveurs que les femmes font aux hommes, en fait. C'est ça qui me semble un peu compliqué et qu'on ne s'intéresse pas du tout au désir féminin, au plaisir féminin. Je trouve ça très étrange dans notre société. Et qu'on ne parle jamais de ça. On parle tout le temps des violences et on ne parle jamais des désirs. Mais est-ce que ce que vous dites, c'est pas déjà présent dans les mots qu'on utilise ? Hier, il y a un rapport parlementaire qui est sorti à l'Assemblée nationale sur la question du viol. Donc le rapport, il est décomposé en deux parties. Dans la première partie, il y a un état des lieux et qui appelle ensuite, dans une seconde partie, à plus de répression des violences faites par les hommes aux femmes. Et dans ce rapport de la délégation à l'égalité entre les femmes et les hommes, il est justement la question du vocabulaire, et je trouve assez intéressante. Il y a une partie où ils évoquent un sondage qui a été fait au sein de la population française, dans lequel il est mis en avant que 21% des Français pensent que céder, c'est synonyme de consentir, en termes justement de relations sexuelles. Et moi, il m'aurait semblé que si on m'avait demandé de définir consentir, j'aurais dit que dans le consentement, en fait, il y a une part de... On cède d'une certaine manière un rapport. Consentir, on consent toujours à quelque chose par rapport à quelqu'un. Et d'une certaine façon, il y a toujours cette notion un peu d'agression. Dans la définition même de consentement, il y a un peu cette définition d'intrusion dans la vie de quelqu'un. Et est-ce qu'au final, c'est pas un peu une hypocrisie, tout ça, pour pas parler de vouloir ? Est-ce que à la place de consentir, on ne devrait pas utiliser le terme vouloir ? Est-ce qu'une femme, elle doit forcément consentir, ou un homme d'ailleurs, à une relation sexuelle ? Et est-ce qu'elle ne peut pas le vouloir ? Et est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui, en 2018, de dire « je veux » ? Oui, non, mais ça c'est vrai. C'est vrai que cette contractualisation est liée au fait qu'il y a une sorte d'inégalité. Il y a un qui demande, l'autre qui consent. Alors il y a une inégalité sexuelle entre les... Parce qu'en général, le consentement masculin n'est pas forcément le problème. Voilà. La question, c'est qu'il y a un qui demande, l'autre qui donne. Et moi, on parlait de ça tout à l'heure, cet après-midi, et justement, je pense que dans une société dans laquelle les femmes ont l'égalité sexuelle avec les hommes, les choses seront posées autrement. Mais dans la nôtre, vous imaginez, dans la nôtre, dans laquelle on dit qu'il y a... Ce qui d'ailleurs est vrai, qu'il y a beaucoup de violences sexuelles, j'insiste, la société telle qu'elle est, disons avec la conjugalité telle qu'elle est, avec l'inégalité sexuelle entre les hommes et les femmes, il faut avoir des preuves pour incriminer quelqu'un. Et c'est vrai que les gens ont le sentiment que les femmes ont le sentiment, ce qui d'ailleurs est vrai, c'est que quand elles dénoncent une violence, ils n'ont pas assez de preuves. Alors, du coup, ce type de technique servirait à avoir des preuves, et non pas à se sentir... Enfin bon, c'est pour ça que moi, je pense que les problèmes... si on ne change pas du tout la manière de vivre que nous avons, cette inégalité entre les hommes et les femmes, d'un point de vue de la sexualité, du désir et de la position familiale, c'est normal qu'on essaye de se donner des moyens pour avoir des preuves, en fait,
pour accuser. Parce que sinon, on a l'impression que les femmes portent plainte et qu'elles ne sont jamais entendues, qu'il n'y a pas de suite, etc. Alors, il faut avoir des preuves. Moi, je dis, le problème, c'est effectivement, c'est triste que dans les sociétés dans lesquelles les femmes sont au point de devenir plus diplômées que les hommes, qu'on a les mêmes... qu'on accède on peut devenir président de la République, on est toujours considéré comme des êtres, des objets sexuels des autres que nous devons consentir à nous donner en tant qu'objet. Moi, je trouve ça très problématique, qu'il y ait une telle inégalité sexuelle entre les hommes et les femmes, que les femmes ne puissent pas être elles-mêmes à l'origine c'est-à-dire qu'elles ne puissent pas être elles qui demandent, en fait, comme les hommes demandent. Voilà, ça c'est problématique, mais dans les sociétés actuelles, c'est vrai que c'est compliqué de prouver une violence sexuelle autrement. Alors le mieux, c'est de mettre des caméras pour aller à la justice. Bon, je ne sais pas, ça me semble moins grave par exemple, qu'il y ait des gens qui sentent que la justice ne fait rien pour eux, ou bien que des gens qui sont condamnés quand il n'y a pas assez de preuves. Enfin, il faut quand même se doter d'une preuve dans une société comme la nôtre qui est dans cette logique-là, en fait. Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Marcela Yacoub, j'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué, sur le désir féminin. On l'a vu dans la vidéo des lycéens. Pour eux, ce serait toujours l'homme qui court après la femme. Toujours l'homme qui exprime son désir pour elle, par exemple en la klaxonnant. Alors c'est peut-être pas le meilleur moyen de la séduire, je suis d'accord. Mais voilà, toujours l'homme qui exprime son désir et jamais la femme. Et vous avez signé dans Libération une chronique intitulée « Que Tru et Porc s'importunent réciproquement » en réponse à la tribune de Catherine Deneuve sur le droit d'importuner. Et en fait, pour vous, ce texte, il serait ringard, car il entérinerait le fait que ce soit toujours les hommes qui convoitent les femmes. Et nous, on se demandait si, avec tout ce qui se passe, avec le mouvement MeToo et Balance ton porc, la situation ne serait pas en train de se retourner, ou est-ce qu'elle ne pourrait pas se retourner, justement? Non, mais moi, j'ai beaucoup travaillé sur Balance ton porc. J'ai organisé un colloque il y a 10 jours. Moi, j'ai le sentiment que justement, Balance ton porc, c'est un mouvement qui cherche l'égalité sexuelle entre les hommes et les femmes. Il ne cherchait pas forcément à dénoncer telle ou telle personne, comme les médias on l'ont montré, en fait. Et il faut lire les tweets, étaient très intéressants parce qu'ils racontaient, à mon sens, des histoires, enfin, c'était des fois très poétiques et très émouvants. Et ils racontaient l'histoire d'inégalités. Déjà, Twitter, c'est un moyen, disons que plutôt un moyen des élites, en fait. Moi, je pense que c'est un mouvement des élites, Balance ton porc. Des femmes qui considèrent qu'elles ont suffisamment de diplômes ou qu'ils ont suffisamment de pouvoir actuel ou à venir pour continuer à être traitées comme des objets sexuels, comme des marchandises, comme des êtres qui n'ont pas les mêmes désirs que les hommes, en fait. Moi, je pense qu'il y a une sorte de paradoxe, en tout cas pour une partie de la population féminine. Je dis, là, je vais peut-être répéter ce que j'ai dit cet après-midi. En France, il y a 50% des femmes qui vivent en couple, qui soit ne travaillent pas du tout, soit qui travaillent à temps partiel, et que si elles ont une difficulté avec leurs compagnons, elles n'ont pas les moyens de partir, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des femmes qui sont asservies en France aujourd'hui, mais il y a une autre moitié qui ne l'est pas. Il y a de moins en moins de femmes qui ne le seront pas. Aujourd'hui, les jeunes femmes qui ont la vingtaine, elles ont plus de diplômes, ils ont plus diplômés que leurs compagnons, en fait. Alors, il y a une sorte de transformation très forte qui est en train de se produire. Et les femmes ne veulent pas... Il faut qu'il y ait une sorte de mise en cohérence d'une position sociale qui est de plus en plus affirmée avec une position sexuelle. Et aujourd'hui, je dis, même si on est président de la République, on va continuer à nous traiter comme des putes si nous avons eu beaucoup de relations avec les hommes. On va nous faire des remarques sur notre physique. On va continuer à nous traiter comme des marchandises. Et ces femmes-là qui ont signé la tribune, Catherine Deneuve, Catherine Millet, etc., elles affirment cette dichotomie. Elles disaient, à un moment donné, moi, je peux être chef d'entreprise et être traitée comme un objet. Moi, ça me plaît, en fait. C'est comme ça qu'elles-mêmes, elles ont construit leur fantasme sexuel. À cette époque-là, où les femmes commençaient vraiment à investir les universités et les marchés du travail, et pourtant qu'elles continuaient à être
esclaves d'un point de vue sexuel. Et voilà. Moi, je pense que MeToo, c'est les derniers, balance ton porte, MeToo, c'est les derniers, ce qui reste aux femmes encore à obtenir pour être égales que les hommes. C'est un mouvement démocratique, profondément démocratique, vers l'égalité, en fait. Et voilà, justement, donc vous parlez de la condition de la femme, et vous avez fait référence à cette journée que vous avez co-organisée à l'EHESS. Et des féministes sont venus interrompre la rencontre, qualifiant justement cette rencontre d'antiféminisme. Et vous avez répondu sur le point, vous avez réagi et vous avez dit « S'il est nécessaire de le rappeler, je l'affirme haut et fort, je suis profondément féministe ». Donc en fait, selon vous, est-ce qu'il y a différentes façons d'être féministe face à cette incompréhension-là des autres féministes? Et qu'est-ce que le féminisme pour vous? Bien sûr qu'il y a différentes façons d'être... si vous voulez, pour moi, le féminisme le plus intéressant, c'est le mien. Hein. Sinon, sinon, on ne m'aurait pas attaqué non plus. Mais je veux dire, d'une part, effectivement, le problème avec ces femmes-là, c'est qu'elles n'acceptent pas qu'il y ait de la discussion autour de ces questions. Ils sont contre la liberté de la parole et tout ça. Mais au-delà de ça, moi, je pense que les féminismes majoritaires en France ne cherchent pas l'égalité. Ils cherchent, ces féminismes-là cherchent à ce que les femmes soient reconnues comme des êtres différents. C'est-à-dire que nous, c'est qu'ils disent en gros, que nous avons ces pouvoirs de donner la vie, d'être mère, et qu'on doit nous reconnaître notre différence d'un point de vue émotionnel, de tout point de vue. Elles ne cherchent pas, elles cherchent à continuer à être des mères. Je mets l'accent sur ça parce que pour elles, être mère, être père, c'est pas des choses qui pourraient jamais être interchangeables. Pour elles, le fait que les femmes s'occupent de leurs enfants, en majorité, c'est un triomphe des femmes et non pas une défaite dans l'égalité, en fait. Et là, il y a eu, en même temps que Balance ton porc est apparu, il y a eu une proposition de loi sur l'égalité parentale. Ils ont été contre. Ils préfèrent qu'il n'y ait pas d'égalité parentale. Qu'il n'y ait pas principe de garde alterné et partagé. Elles pensent en plus que les femmes n'ont pas les mêmes désirs que les hommes et que c'est par nature que nous, on doit être amoureuses pour désirer, alors qu'eux, ils sont des bêtes qui couchent avec tout ce qui apparaît, etc. Alors c'est normal que nous consentions et que eux, et pour nous, les sexes, c'est juste secondaire. Sauf pour les pauvres filles perdues qui sont des putes. Ils ne l'appellent pas des putes, mais les appellent des aliénés aux hommes, ou je ne sais pas comment ils les appellent, mais d'une certaine façon, elles partagent beaucoup d'idées avec les machistes et avec c'est-à-dire que les femmes n'ont pas les mêmes sexualités, sont essentiellement différentes que les hommes. Alors c'est normal qu'elles aient une autre position dans la société et qu'on reconnaisse leur rôle de mère et qu'elles puissent obtenir plus des rétributions parce qu'elles s'occupent des enfants, qu'elles puissent... disons que même si elles sont dépendantes des hommes, du point de vue économique, qu'elles puissent les menacer avec la prison, etc., si jamais ils sont désagréables avec elles. Enfin, alors que mon féminisme à moi, que c'est le même de beaucoup d'autres femmes, c'est un féminisme égalitaire. Moi, je pense qu'à un moment donné, hommes et femmes doivent avoir père, mère, hommes, femmes, nous devons avoir les mêmes droits et avoir les mêmes libertés. Et que c'est pas normal que nous sacrifions nos destins pour élever les enfants. C'est pas normal que nous ayons une sexualité beaucoup plus brimée que celle des hommes. Et voilà, ça c'est... Oui, parce que on parlait justement de liberté d'importuner. En fait, si je comprends bien, pour lutter contre cette domination structurelle des femmes, que les femmes subissent, il faudrait du coup que les femmes retrouvent cette liberté d'importuner que pour le moment monopolisent les hommes. Oui, moi si vous voulez, il y a une anthropologue qui avait parlé, que je pense qu'elle a raison de parler comme ça, il avait parlé de l'échange économico-sexuel, que les femmes sont dans un échange économico-sexuel avec les hommes de façon très large. C'est-à-dire que les sexes, économico entre guillemets, hein, c'est-à-dire que pour elle, les sexes, c'est toujours... Elle est là comme en train de... c'est la rétribution d'autre chose. C'est comme si, finalement, on devait payer toujours à la femme pour les sexes. C'est comme si, pour elle, ce n'était pas quelque chose pour lequel elle s'est payée. Sauf, je vous dis, il y a même...
cet après-midi aussi qu'il y a eu des enquêtes auprès des lycéens et faites par les sociologues qui disaient que cette idée qu'il y a des femmes qui sont des putes et qui ne le sont pas, c'est-à-dire que celles qui couchent par amour et celles qui couchent sans amour, les jeunes entre 15 et 18 ans partagent cette idéologie de façon encore plus forte que les gens qui sont plus âgés. Et ce qui est très étrange parce que les jeunes filles qui vont continuer à faire des études, qui ont aujourd'hui entre 15 et 18 ans, vont être beaucoup plus... Ils vont avoir peut-être des emplois plus intéressants, beaucoup plus importants que les hommes avec qui elles vont vivre, en fait. C'est comme s'il y avait une sorte de raidissement. Les derniers trucs jusqu'à la Révolution, enfin, jusqu'à que cette génération-là qui s'exprime encore ainsi va dire basta, va dire nous, on veut être comme les hommes, en fait, on veut être aussi libres que les hommes. Et alors du coup, ça serait quoi? Parce que tout à l'heure, en matière de perspective, on a vu cette théorie de la philanthropie sexuelle de Charles Fourier. Ça serait quoi la prochaine étape, entre guillemets, concrète, qui serait la meilleure pour aller vers la fin de cette domination structurelle? Si demain, vous deviez décider comme ça, ça serait quoi la première chose à faire? La première chose à faire, ce serait... Enfin, deux choses, peut-être. Apprendre aux jeunes filles que la chose la plus importante pour une jeune fille, c'est d'être autonome financièrement. Ce n'est pas dépendre d'un homme, de ne pas conditionner, donner plus d'importance pendant la jeunesse ou même après au projet maternel dépendant d'un homme. Il faut que les femmes soient autonomes. Je pense que c'est la première des choses auxquelles les filles doivent faire attention, qu'elles doivent dépendre d'aucun homme, en fait. Et même on peut envisager la maternité à partir de là, c'est la mesure où une personne est autonome, et dans la mesure aussi que la société lui donne des moyens aussi de garder ses enfants, etc. Et autre chose, c'est justement essayer d'apprendre aux filles à désirer les désirs, qui ne soient pas à la déculpabiliser avec les désirs. À ne pas penser qu'il faut qu'elle soit amoureuse, qu'elle disparaisse ces mots putes du vocabulaire, je sais pas. Mais je pense que ce sont deux actions fondamentales qui doivent avoir lieu dans notre société pour que la révolution des femmes ait lieu, et avec elle, la révolution du couple, parce qu'il n'y aura pas les couples, il va disparaître les couples actuels si les femmes se révoltent, en fait. Je pense, hein. Je ne dis pas que toutes les révolutions échouent. Hein. Deleuze disait, de toute façon, toute révolution échoue. On va passer d'un malheur à un autre malheur. Mais en tout cas, on va changer un peu des scripts. Ça va être intéressant. Bon, avant du coup de passer à une autre évolution, on va passer aux questions du public. On voulait déjà vous remercier d'avoir répondu aux nôtres. Je vous remercie de vos questions qui étaient tellement intéressantes. Merci. Et nous vous prions d'essayer de formuler des questions assez courtes afin de pouvoir donner la parole au maximum de personnes possible. Merci. Il y a des micros qui circulent. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Moi, je me demandais toutes ces fatalités que vous énoncez pour des couples qui, si j'ai bien compris, sont essentiellement hétérosexuels. Est-ce que c'est la même chose pour les couples homosexuels? Moi, j'ai l'impression qu'il y a qu'ils essayent un tout petit peu d'imiter il y a une sorte d'imitation de l'amour hétérosexuel. Et voilà, ça me semble un peu dommage, parce que, enfin, moi j'ai trouvé que les formes des vies homosexuelles avant étaient assez intéressantes. Enfin, cette espèce de liberté qu'il y avait dans ces milieux, qui a été perdue à cause des mariages homosexuels. Enfin bon. Et bon, les homosexuels, c'est une toute petite proportion de la population, je sais pas, 7%. Et finalement, ils ont été... au lieu que les hétéros apprennent un peu des homos, c'était l'inverse qui s'est passé. J'ai l'impression, mais... voilà, mais... Alors ma question, elle prend un peu la suite de la question de Juliette. Donc vous déconstruisez donc en effet le couple, donc le nombre de deux personnes. Est-ce que finalement
on ne devrait pas penser à des formes institutionnelles qui favoriseraient l'union de plusieurs personnes. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, un Pacs pour 3, 4, 5 personnes et que ça soit plus le nombre de 2 qui soit la norme? Oui, mais pourquoi des pactes? C'est la question. Moi, effectivement, la question, c'est pourquoi il faut qu'il y ait des pactes. Les pactes peuvent être intéressants d'un point de vue, disons, de la solidarité, etc. Effectivement, mais je pense qu'on pourrait s'habituer au fait d'avoir plusieurs relations, des types différents, sans signer forcément des choses, mais pourquoi pas, enfin... Je pense que tout ce qui favorise la fin du 2, parce que les 2, c'est les préambules des 1, malheureusement. Et c'est ça qui est terrible, d'être un, d'être seul. Et que notre société nous pousse vraiment de plus en plus à la solitude, en fait. Et je trouve ça très, très difficile. Je pense que c'est un des grands défis que nos sociétés occidentales ont à affronter aujourd'hui, en fait. Moi, j'avais une question. C'était... on parle donc avec le terme qui a été employé dans la vidéo et que vous avez réemployé, l'amour de consommation, ou encore avec l'application, l'application. Je trouve ça assez aberrant qu'on mette en place des normes ou des contrats ou des pactes ou des cadres pour définir l'amour ou le désir, parce que pour moi c'est quelque chose de naturel et je voulais avoir votre avis sur ça. Est-ce qu'à votre avis c'est nécessaire de mettre en place des normes, des cadres, alors que pour moi pas du tout, mais je voulais avoir votre avis. Ça dépend des... Je sais pas, moi je crois pas que soit naturel le sexe ni l'amour. Rien n'est naturel chez nous, on n'est pas très naturel, nous les humains. Mais je sais pas, moi je trouve que c'est intéressant. Par exemple, une des choses qui me plaît beaucoup chez Fourier, c'est qu'il essaye de mettre des cadres pour la sexualité. Par exemple, la philanthropie, c'est un cadre. Ça dépend du cadre. Je pense que c'est pas qu'il soit mauvais, ou même le fait que soit interdit de forcer les gens Enfin, moi, je trouve que les cadres ne sont pas mauvais en soi. Il faut juste penser au cadre. Il faut qu'il y ait avoir des bons cadres, pas les cadres en tant que tels. Vous avez dit tout à l'heure que le féminisme, c'est pour vous la recherche de l'égalité. Et puis ensuite, lorsque vous répondez à la question, les 2 premières mesures à prendre, elles concernent l'indépendance des femmes et la connaissance de soi-même, assumer soi-même son désir. Ça va bien au-delà de l'égalité, ces 2 questions-là. Ça laisse complètement ouvert la possibilité de la différence, d'assumer la différence, etc. etc. quoi. Donc je trouve qu'en fait, vous posez la question que je suis d'accord, moi, avec les 2 propositions que vous mettez en avant, mais ça va bien au-delà de l'égalité. Parce que j'ai le sentiment que ces 2 voies permettraient aux femmes disons, combler l'inégalité qui les sépare des hommes. C'est vrai que moi j'ai l'impression que les hommes, les jours où les femmes seront conscientes de leur désir et de leur plaisir, ils seront vraiment pas très contents. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour un homme d'avoir des relations avec des femmes qui ne sont pas forcément très conscientes de leur désir, de leur plaisir, ou qui ne sont pas très exigeantes en fait. C'est vrai que on se demande comment va être la sexualité dans un monde dans lequel les femmes vont changer d'attitude par rapport à leur désir et à leur plaisir. En fait, ça va être un chapitre à ouvrir. En fait, les hommes vont forcément avoir à se mettre en cause. C'est très très facile pour eux maintenant de penser qu'elles se donnent, qu'elles donnent quelque chose et qu'elles s'inquiètent si peu de leur jouissance, en fait. Je pense que les hommes vont être terrorisés ces jours-là, quand les femmes vont changer d'attitude.
quand il y aura des académies pour les femmes, pour apprendre les plaisirs féminins, quand on a des académies dans chaque coin des rues. Vous dites que le couple sert à assujettir la femme, mais du coup, quel type de relation devraient entretenir deux personnes amoureuses selon vous? Moi, je dis pas que il faut. C'est-à-dire que moi, j'ai dit que la survie de la forme institutionnelle couple était liée à la place des femmes dans la reproduction et à l'inégalité entre les sexes. Ça ne veut pas dire que la forme couple n'existe pas. C'est devenu comme une sorte de forme normative, une norme qui s'applique aux gens même qui sont trop vieux pour être un couple ou trop jeunes ou je sais pas quoi. C'est une forme dominante d'une relation à deux. Et alors, du même coup, quand on est amoureux, on peut être amoureux, ne pas vivre ensemble, ne pas être exclusive, ne pas être. Enfin, tout ce qui implique l'être amoureux pour des personnes n'implique pas forcément former un couple, en fait. Le couple, c'est quelque chose qui peut. Enfin, qu'on construit à partir des fois de l'état amoureux, mais les gens qui sont amoureux peuvent vivre leur amour en dehors du couple. Déjà, dans l'histoire occidentale, si vous lisez des œuvres littéraires d'avant la Révolution, il y avait tellement de gens qui étaient amoureux, ils ne songeaient même pas à être un couple. Enfin, c'était pas la vie d'un couple implique toute une série de choses, des domiciles communs, il y a plein des espérances communes. Enfin, c'est toute une sorte d'idéal assez récent, l'idéal des couples, en fait. Du coup, ce serait l'exclusivité, le problème pour la femme? Non, mais c'est la. Disons que d'un point de vue des masses, le problème, c'est la question des projets de maternage, la place qu'il y a la femme dans les projets de maternage. Et après, il y a une véritable inégalité sexuelle entre les hommes et les femmes. C'est qu'avec l'âge, en fait, les hommes sont censés avoir une vie sexuelle beaucoup plus longue que les femmes, par exemple. Et ça semble comme naturel. Et c'est pas naturel, non? C'est quelque chose aussi qui est lié à l'inégalité entre nous. Pour donner un exemple qui dépasse, disons, la question des projets de la maternité, en fait. Voilà. Bonsoir. Alors, c'est peut-être moi qui ai l'esprit peut-être un peu trop romantique, mais est-ce que ce que vous avez dit, ce n'est pas aussi d'un autre côté un peu la dévalorisation du sentiment amoureux et de son exclusivité aussi, du coup? Je rejoins ce qu'a dit. Je vous dis, là, je devrais avoir la belle phrase de Fourier qui disait que c'est le fait que la sexualité ne soit pas libre que ne soit pas libre comme elle devrait être, qui fait qu'on confond finalement on méprise les sentiments amoureux, on les fait passer pour juste un train des désirs on a l'impression qu'on est amoureux, finalement simplement on a envie de coucher, enfin voilà, je pense, si vous voulez, si on considère même les divorces qu'il y a dans notre société, les peu de temps que les gens sont en couple, on voit bien qu'il y a beaucoup de confusion entre le sentiment amoureux et les désirs sexuels. Non, je pense que, je sais pas, le sentiment amoureux n'est pas... Au contraire, c'est une manière de lui rendre hommage, de ne pas les confondre simplement avec la passion sexuelle, je pense. Bonsoir. Vous avez prescrit deux possibilités ou deux conseils aux jeunes filles effectivement qui sont dans cet auditorium et aux plus âgés peut-être aussi. Qu'est-ce que vous conseilleriez effectivement aux jeunes hommes ou aux hommes de tout âge de cette assemblée pour justement effectivement aller vers un amour dans la cité plus épanoui et plus heureux? Je pense qu'ils vont beaucoup souffrir des changements, les hommes, en fait, des changements, de la révolte des femmes. Ils vont devoir s'accommoder à l'égalité dans ces domaines dans lesquels, finalement, ils sont... disons que... C'est vrai que
les hommes dominent les femmes sexuellement aussi pour une raison. Vous savez que même pour une raison presque économique, les femmes cherchent un homme pour les projets de maternage. Je vous dis, elles ont un temps limité. Les hommes, les types de manières de se mettre en couple aujourd'hui, c'est d'abord de commencer par la sexualité qui n'est pas dans le cadre d'un couple. C'est-à-dire que la sexualité un peu vagabonde sert à former des couples. Alors, ce qui montrent les enquêtes, c'est que cette sexualité vagabonde a un sens très différent pour les hommes que pour les femmes. Les femmes cherchent plutôt à former des couples, les hommes, pas forcément. Alors, il y a toujours comme... Les hommes sont gagnants dans ces jeux actuels, dans les marchés sexuels. Alors, c'est que... et en même temps, quand ils sont en couple, c'est vrai que ça leur coûte cher d'être en couple, un peu plus cher qu'aux femmes. Même quand ils gagnent la même chose, ça leur coûte plus cher. Mais ils sacrifient moins des choses que les femmes quand ils sont en couple. C'est-à-dire que finalement, ils sont gagnants dans les mondes conjugal et familial. Alors, voilà, ils vont devoir supporter des choses qui peut-être sont difficiles à se représenter. C'est que ça voudrait dire un monde dans lequel il doit se confronter à une femme qui soit son égale d'un point de vue sexuel et d'un point de vue familial, conjugal. Ça va être très difficile pour les hommes. Je pense qu'ils vont déprimer terriblement. Et je ne vois pas pour le moment... Enfin, je ne sais pas, j'ai pas assez d'imagination peut-être pour voir exactement... mais je pense que... Comment ça va être, mais je pense que les hommes doivent, en dépit de tout, accompagner ces mouvements de libération, de cette révolte des femmes, parce que ça va dans le sens de la démocratie, de l'égalité, de la liberté. Disons que mais ça me semble normal qu'ils l'appuient en même temps, même s'ils vont souffrir, en fait. Moi, je voulais savoir dans tout ça, est-ce que, je ne sais pas si vraiment si délaisser ou négliger sont les bons mots pour vous faire part de ce que je pense, mais j'espère que vous comprendrez. Mais est-ce que dans tout ça, on ne néglige pas avec tout ce qui a été dit l'homme, finalement ? Parce que certes, on a beaucoup... dans les années que j'ai pas vécues, dans le siècle dernier, la femme avait une place bien spécifique. Mais est-ce que, donc, avec cette évolution et tout ça, moi j'ai l'impression qu'on néglige un peu l'homme dans tout ce qu'on a dit ce soir. Je sais pas comment dire, mais on le délaisse un peu dans tout ça. On le délaisse, mais quand même, je pense qu'il a le... C'est lui qui a le pouvoir encore, même si je vous dis, il y a 50% des femmes qui sont asservies à leur couple, qui ne peuvent même pas partir librement s'ils ne sont pas contentes. Enfin, ce sont les hommes qui prennent les devants pour la sexualité, qui cherchent à s'épanouir sexuellement, qui ont une vie sexuelle beaucoup plus longue. Enfin bon, je pense que finalement, qui ont des carrières encore plus importantes toujours. Et disons que voilà, c'est eux qui ont encore le plus de pouvoir et plus de privilèges dans le monde dans lequel nous vivons. Mais... Alors c'est normal qu'ils vont être perturbés quand les choses vont changer, parce qu'elles devront changer. Je ne crois pas que ça ne changera pas. Oui, mais vous ne pensez pas que c'est... c'est peut-être pas une notion de pouvoir masculin, mais plutôt d'une notion de société. Peut-être si 50% des femmes restent à leur foyer, qu'elles se sentent esclaves de leur mari, c'est peut-être parce que la société leur a enseigné ça, mais peut-être pas parce que l'homme a un pouvoir. Non, bien sûr, non, c'est pas parce qu'il est méchant. Ça, c'est sûr. C'est qu'on a... on peut parler d'une domination structurelle. C'est pas parce qu'il est méchant que c'est comme ça. C'est parce que notre société donne des places aux hommes et aux femmes qui sont différentes. Alors il agit son rôle d'homme ou des femmes. Et il faut voir que ça, je pense que chacun d'entre nous a pu le voir. Et c'est quand dans un couple, la femme prend le devant, qu'elle gagne plus que le mari ou que le compagnon, et qu'elle est plus importante, l'humiliation qu'ils sentent les hommes. Mais c'est pas forcément des hommes qui sont misogynes ou méchants. C'est qu'il y a même une idée de concevoir la masculinité comme quelque chose de dominant, de supérieur, etc. Alors lui-même, il va se sentir comme humilié, méprisé, en fait. C'est pas une question de volonté personnelle ou d'intention méchante.
J'ai une autre petite question qui vient au fur et à mesure de vos interventions. J'ai remarqué que vous disiez toujours les femmes. Et là, au fur et à mesure des questions, on vient à parler des hommes, mais vous employez souvent le terme de l'homme, comme si vous essentialisiez l'homme et non pas les femmes. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette question? Peut-être c'est mon inconscient, c'est pas ma volonté. Enfin, peut-être inconsciemment, je suis aussi, je sais pas pourquoi il faut demander à la psychanalyste, mais c'était pas mon intention. Je pense aussi que la masculinité et la féminité sont des postures, sont des jeux, enfin, sont des postures. C'est pas. Et je pense que c'est vrai que les normes masculines et féminines font souffrir aux deux, en fait, en général. Parce que c'est vrai aux hommes, on demande aussi des choses qui sont des fois difficiles. Les femmes ont moins la possibilité de rater, entre guillemets, parce que rater la vie, c'est un concept très, très relatif. Hein. Enfin, on n'y a pas du tout des recettes pour une vie ratée ou pas ratée, mais disons que, par exemple, aux femmes, on permet davantage qu'elles n'aient pas eu beaucoup de succès dans la vie professionnelle. Aux hommes, c'est beaucoup plus dur pour les hommes de supporter ça. Enfin, il y a les normes sociales sont dures pour les deux, différemment dures aussi, en fait. Est-ce que vous pensez que les hommes ne désireraient pas moins une femme justement plus libérée, comme vous dites, et plus à un niveau d'égalité avec les hommes, comme vous aviez dit? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Est-ce que vous pensez que les hommes ne désireraient pas moins une femme, comme vous l'avez dit, qui serait plus libérée, qui serait plus son égale, justement? Moi, je pense qu'il faut que la sexualité devrait être complètement réinventée. Même nos fantasmes. Je pense qu'il y aura une révolution absolue, une révolution libidinale ces jours-là, et que, disons que on va devoir réinventer plein de choses, en fait. Mais bon, je sais pas, je n'ai pas assez d'imagination pour voir l'avenir. Oui. Moi, j'aimerais savoir, par rapport à tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un couple où l'homme et la femme ils seraient égaux et où il n'y aurait pas ni l'un ni l'autre qui serait lésé au niveau du désir, etc. Non, mais, oui, mais ça ne dure pas longtemps. Surtout que les couples sont très précaires, en fait. J'ai dit, bon, c'est vrai qu'il y a peu de penseurs qui ont songé à ça, mais je dis justement, Fourier, il pensait à consoler. Il faut que quand quelqu'un est abandonné, qu'on ne l'aime plus, tout ça, qu'il ne soit pas un drame. C'est-à-dire qu'il y ait la société puisse s'occuper aussi de le consoler. Et le couple est très précaire, en fait. On est pour que les gens soient sincères, c'est-à-dire pour qu'ils ne restent pas esclaves. Il ne faut pas que les gens soient esclaves d'une situation qu'ils ne veulent plus. En général, au bout d'un moment, enfin, c'est pas toujours, mais disons que la majorité des gens qui sont en couple, ils se lassent et des fois ils restent parce que des fois la femme ne peut pas partir, ou bien pour des considérations qui ne tiennent pas à leur bonheur, forcément, en fait. Mais voilà, c'est ça c'est pas que le couple ne dure pas, mais il faut, quand on construit une société, il faut voir aussi la précarité des désirs humains, en fait. Donc les désirs sont forcément précaires? En tout cas, l'expérience le montre. C'est toujours des gens qui sont différents et qui aiment toutes les mêmes personnes, mais c'est une toute petite minorité. Et on ne peut pas imaginer une société juste avec des gens comme ça, parce que la plupart ne sont pas comme ça. Merci. Donc, dans le cadre de cette révolution libidinale, comme vous l'avez appelée, quelle modalité vous pouvez imaginer à la parentalité? Est-ce qu'il y aura encore des enfants? Parce que vous vous dites que ça devrait être la fin du couple. Qu'est-ce que vous imaginez? Moi, je pense que là, pour le coup, je pense qu'on peut... aujourd'hui, si vous voulez, les enfants sont habitués à avoir des parents divorcés avec des
des choses recomposées. Je pense qu'il faut que les enfants puissent aussi compter sur la... moi, je pense que ça ne va pas changer beaucoup par rapport à aujourd'hui, sauf qu'il doit y avoir des structures collectives qui puissent aider les parents avec les tâches domestiques qui impliquent les enfants. Mais déjà, les enfants sont habitués à ce que les parents ne soient pas ensemble. Forcément, c'est quelque chose auquel les enfants se sont habitués. Des fois, avec un sentiment de grande instabilité. Je pense que le fait aussi qu'il y ait des structures collectives qui s'occupent des enfants peut aussi, je dis soit privé, soit public, peut leur donner aussi un sentiment de plus de stabilité quand les gens sont plus ensemble, je pense. Mais... Alors, s'il n'y a plus de questions, nous vous remercions d'être tous venus ici ce soir. Nous vous remercions, Marcella Yacoub, d'avoir répondu à nos questions. Et nous rappelons qu'il y a une séance de dédicace juste à la sortie. Non, pas de séance de dédicace. Donc, merci alors d'être venus. Merci pour vous, pour m'avoir posé des questions si intéressantes et pour m'avoir invité. Et bravo à vous de penser de façon si fine depuis vos jeunes âges. Merci.